Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. Tout ne va pas bien entre le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, les deux chambres du Parlement. Le présidium est à conflit. Depuis un moment, nous remarquons qu'entre Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbossonkodia, rien ne va. À la base, certaines sources affirmeraient que Modeste Bahati Lukwebo était très fâché après la déchéance du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Il a tenté de dissuader son collègue de l'Assemblée nationale, mais celui-ci n'avait qu'une seule voix, il ne pouvait rien pour empêcher la déchéance du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Depuis, Modeste Bahati Lukwebo se serait investi dans une entreprise de déchéance du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkodia Mpwanga, à qui profite cette cacophonie à la tête du Parlement, dirigée par les animateurs de l'Union sacrée de la Nation, vision du président de la République démocratique du Congo. Entre-temps, la plénière qui devait en principe consister à l'examen du projet de la loi portant sur la révision de la loi électorale, cette plénière a été reportée à une date ultérieure. Je l'ai lu tout récemment dans un tweet officiel de l'Assemblée nationale qui annonce le report de cette plénière qui allait examiner la loi portant révision sur le projet de loi portant révision de la loi électorale. Mais du côté de l'opposition, principalement les FCC, Joseph Kabila Kabange et Lamouka et le Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, on ne cesse de réclamer les consensus extra-institutionnels. Certains disent en violation des dispositions pertinentes de la loi fondamentale, la constitution de la RDC. Faudrait-il quitter le cadre institutionnel pour aller cette fois-là obtenir un consensus en dehors des institutions de la République démocratique du Congo? Nous allons analyser toutes ces questions. Nous le savons très bien que la période préélectorale en République démocratique du Congo a été toujours caractérisée par de telles démarches, de tels conciliabules qui n'ont toujours pas abouti à quelque chose de consistant, allant dans le sens de proclamer les vrais élus du peuple. Est-ce que cette fois-ci, il y aura un changement? Est-ce que la majorité Union sacrée, pour ne pas dire le président Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont-ils adhérer à la démarche initiée par l'opposition? C'est la grande question qui reste à savoir. Mais d'après ma propre lecture des faits politiques, je ne suis pas très loin d'affirmer que rien ne changera. Les élections seront toujours organisées dans ces conditions. Entre-temps, c'est quoi l'alternative pour pouvoir changer cette situation afin que le peuple bénéficie des personnes à qui il donne ses voix? Voilà la problématique de révision de loi, de l'arsenal juridique qui nous aide à organiser les élections en République démocratique du Congo. Voilà un peu c'est en quoi nous allons nous livrer tout au long de cet entretien avec un invité toujours spécial. Il s'agit de l'initiateur du parti politique en gestation, le BAT qui organise ce vendredi une conférence de presse au cours de laquelle ces animateurs vont pouvoir expliquer au peuple les tenants et les aboutissants de ces partis politiques. Est-ce qu'un parti politique de trop, parce que nous en avons déjà beaucoup en RDC, nous allons poser la question à son initiateur avec qui nous allons partager des moments tout au long de cette émission. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité pour la énième fois. Vous êtes l'initiateur du parti politique Les BAT, Lèvons-nous et bâtissons. C'est un parti politique qui va être lancé dans les jours à venir. Nous avons reçu les invitations pour la journée de vendredi. Vous comptez organiser une conférence de presse. Il s'agit de quoi? Du lancement du parti ou de l'avant-lancement du parti? Bon, je crains que nous vidions la substance même de la conférence si on en parle aujourd'hui. Ah oui, je suis journaliste, je n'ai posé qu'une question. Ce qui est vrai, c'est que nous allons aborder beaucoup de choses. On va effectivement faire la présentation de notre parti à l'opinion avant que nous invitions le membre fondateur à signer les statuts tels que nous le souhaitons.
Et deuxièmement, on va aussi décortiquer la situation socio-économique et même politique des leurs. Voyez-vous, parce qu'il y a beaucoup de questions qui dérangent et c'est ce qui constitue aujourd'hui la leitmotiv de notre parti. Si nous voulons créer ces partis politiques, justement parce qu'il y a des choses que nous voulons changer de manière radicale et naturellement, nous sommes appelés à décrire cette situation qui justifie la création de notre parti. Et parmi les éléments majeurs, on va insister sur le retard connu en termes de développement et les enjeux mondiaux. On va insister sur la problématique de la gouvernance judiciaire, parce que là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Il faut reconnaître que la justice congolaise ne travaille pas comme il se devait. Et naturellement, il y a beaucoup de dossiers qui sont mal jugés et qui préjudicient un grand nombre de Congolais. On va aussi insister sur ces fameux processus électoraux, justement pour dire aux uns et aux autres que nous ne pouvons pas atteindre l'objectif constitutionnel des élections sans que nous ayons la philosophie constitutionnelle des élections. Et donc ce sont ces éléments-là qui vont justifier la tenue de notre conférence dès ce vendredi. Très bien. La différence maintenant, c'est quoi? Parce que très souvent, nous voyons en RDC, la conférence de presse est organisée pour lancer le parti, mais vous organisez une conférence de presse avant les lancements du parti. C'est quoi la motivation? Oui, on veut annoncer officiellement la création du parti parce que sur le plan sociologique, nous existons. Et le fait que nous voulons maintenant introduire au niveau de l'administration pour agrément, eh bien, nous voulons annoncer. Parce que il faut reconnaître que nous sommes le produit de la presse. La presse nous a accompagnés dès le premier minute et nous pensons que nous devons dire à l'opinion ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Et voilà pourquoi nous avons voulu associer la presse justement pour lancer ces messages. Parce que vous savez, la création de notre parti sera différente de toutes les autres partis qui existent jusque-là. Premièrement, il n'y a aucun leader tel que nous avons l'habitude d'en avoir, parce que la plupart des cas, il y a des autorités dites morales, bien que y a-t-il pas une autorité morale qui se cacherait derrière les rideaux et qui va apparaître le moment venu? Voilà, il y a une autorité dite morale et nous n'avons pas voulu que nous ayons ce genre d'autorité. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'engagement de nous soutenir, même des membres de certains partis qui ont pris l'engagement de nous soutenir parce qu'ils pensent que nous pouvons faire mieux. Et nous avons refusé à ce que le parti soit financé essentiellement par un individu. C'est-à-dire que nous avons donné un quota que chaque membre a pu mobiliser justement pour que nous créions ces partis. Dans la plupart des cas, les membres de notre parti sont plus des jeunes. C'est vrai, il y a la diaspora qui intervient, il y a nos jeunes qui sont là et nous allons leur faire signer les statuts parce que nous sommes résolus d'aller dans ce sens. Ce qui est aussi important, nous ne sommes pas dans la philosophie du processus électoral. Pour que les gens ne disent pas que voilà, on a créé à la veille des élections parce que nous voulons impliquer. Est-ce que ça aurait été empêché? Pour nous, oui. Pour nous, oui, justement, parce que nous savons... concours à la conquête du pouvoir. Non, effectivement, le pouvoir, mais de manière saine. De manière saine, parce que nous ne pouvons pas créer le parti pour venir faire de la figuration ou accompagner M. Félix Tshisekedi dans sa dérive dictatoriale. Nous voulons les changements et les changements... Ça veut dire que vous n'êtes pas partant pour ces processus électoraux? Non, nous voulons avoir... S'il y a changement de manière formelle, nous pouvons y participer. Mais si le décor reste en tant que tel, nous considérons pour notre part, ça ne sera pas important. Et donc, nous voulons mettre l'accent sur la formation. Vous n'êtes pas totalement dehors du processus électoral. Nous voulons mettre l'accent sur la formation, corriger toutes les imperfections que nous-mêmes nous avons subies pour que la jeunesse soit effectivement suffisamment préparée et que nous espérions avoir une bonne classe politique. Voilà pourquoi la création de notre parti a été précédée par la création d'un caucus, nouvelle classe politique de l'opposition, NCPO en sigle. Voilà, donc ça veut dire que le parti ne sera pas proche de Félix Tshisekedi et de son union sacrée. Non, mais on ne peut pas s'associer avec les cancers. À l'époque, il y avait quand même les pouvoirs qui criaient certains partis à l'opposition, tout ça. On ne peut pas s'associer avec les cancers.
Hein? Voyez-vous? Donc, ce que vous appelez union dite sacrée, pour nous, nous la considérons comme un cancer et nous ne pouvons pas prendre les risques de nous livrer dans ces spectacles-là. Mais ce qui est vrai, nous avons des convergences avec plusieurs animateurs politiques, plusieurs acteurs politiques, notamment nos amis de la Mouka, avec qui nous partageons un certain nombre de valeurs. Et aussi, il y a d'autres... C'est du FCC également? Non, 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 non. Le parti qui vénère l'autorité dite morale, sincèrement, on n'est pas preneur. Mais il y a d'autres personnes ou personnalités que nous reconnaissons comme actives et qui peuvent séduire un certain nombre de nos membres. Eh bien, nous pouvons aller faire route ensemble, mais sauf sur la question du processus électoral tel que défini par M. Félix Tshisekedi aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'il y a lieu de donner les adresses de l'activité? Oui, on a donné l'adresse essentiellement pour les journalistes invités. Très bien. Voyez-vous. Donc, ils ont tous l'adresse et les membres de notre parti qui seront conviés parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde. Ils ont aussi l'adresse. Ils ont aussi l'adresse. Donc, ce qui est important, au moment opportun, on va rendre public tout ce que nous aurons à faire dans ces cadres-là, pour des raisons stratégiques et surtout pour des raisons sécuritaires. Voilà. Ah, sécuritaire. Vous avez peur d'être dispersé. Très bien. Alain Molodjoa sera l'un des intervenants le jour de la conférence de presse qui sera organisée par le BAT. Lèvons-nous et bâtissons. C'est le nouveau parti qui est en route pour être lancé dans les jours à venir. Alain Molodjoa, avant qu'on aborde les sujets principaux de l'émission, vous avez remarqué, tout comme moi, certaines informations qui font état d'une guéguerre entre, d'un côté, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et de l'autre côté, le président de l'Assemblée nationale. Les deux ne se sont pas encore exprimés, mais les lieutenants s'attaquent déjà sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. En toile de fond, il y a la déchéance du ministre Kalumba de l'économie. Certaines sources affirmeraient que Modeste Bahati Lukwebo a mal vu, a vu d'un mauvais œil cette déchéance. C'est parce que d'après nos sources, il aurait demandé à son collègue de l'Assemblée nationale de barrer la route à cette entreprise de déchéance, mais celui-ci n'a pas branché. Du coup, on accuse Bahati de vouloir obtenir la tête de Mbosso à travers une pétition initiée par certains élus nationaux qui, du reste, sont dans leur droit d'interpeller le président de l'Assemblée nationale. Par moments, c'est écœurant de voir que nous prenions beaucoup de temps pour parler des antivaleurs. Voyez-vous, que ce soit M. Bahati, que ce soit M. Mbosso, je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier leur présence à la tête de ces institutions, au-delà du fait que M. Félix Tshisekedi avait besoin des gens qui ne sont pas... Bon, qui ne répondent pas au profil. Voyez-vous, c'est vrai, ils peuvent avoir une certaine technicité, une certaine expérience. Par exemple, c'est un professeur. Non, mais Mbosso a une grande expérience. Il a été avec Mobutu, Kabila, et puis aujourd'hui avec Félix. Non, mais le problème que l'on reproche à notre société, c'est vrai, tous ces gens-là ont de l'expérience, de l'expertise, de la connaissance. Mais ce qui leur manque très souvent, c'est la probité morale. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est fait en réalité sur le terrain? Si l'information que vous donnez, bien que vous le donnez au conditionnel, si cette information est vraie, cela sous-entend que M. Bahati voulait assez que M. Mbosso puisse empêcher à ce que vous appelez des députés à bien faire leur travail. C'est-à-dire que M. Bahati voulait assez que M. Mbosso protège son ministre alors que tout le monde considérait ou considère que ces ministres avaient fauté, et lui voudrait assez que, au nom de la solidarité, que celui-ci soit protégé. Si Mbosso ne l'avait pas fait et que le ministre effectivement avait commis le fait pour lequel il a été reproché, automatiquement on allait être là en face d'une association des malfaiteurs, parce que nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui a posé des actes contre la République
et que le chef d'une institution qui prône déjà sur la séparation du pouvoir et qui ne voudrait pas que les autres institutions empiètent sur les compétences de sa chambre, demander à l'autre de violer le règlement intérieur, de violer la loi ou la constitution, justement parce que lui veut protéger quelqu'un. Ce qui veut dire que ce sont de pratiques courantes et cette fois-ci, ça n'a pas été respecté par l'autre. Et de l'autre côté, s'il y avait nécessité de protéger, c'est-à-dire que si Bahati avait raison de considérer que le ministre n'avait pas et n'a pas été ou n'est pas responsable de ce dont on lui reproche, ce qui veut dire que l'Assemblée nationale a été utilisée pour livrer ou sinon sanctionner quelqu'un qui est supposé être innocent. Donc, devant toutes ces réalités, ça démontre à suffisance que l'union dite sacrée, si je dois être direct, apparaît à mon point de vue comme une association des malfaiteurs. Comment peut-on entretenir une telle confusion? Et dans cette guerre, effectivement, ceux qui vont en pâtir, ce sont ceux que vous appelez communément le robot communicant, c'est-à-dire que ceux qui passent à la télé, parce que ce sont eux qui sont mis en exergue ou en évidence. Ils s'attaquent ouvertement sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en s'attaquant ouvertement, ils nous permettent d'avoir des informations sur leur comportement, tant au niveau institutionnel qu'au niveau de leur famille dite politique. Et donc, tout ce qu'ils nous disent là, ils vous démontrent, chacun démontre les insuffisances de l'autre. On nous dit que Bahati n'est pas suffisamment sérieux, et j'ai suivi d'ailleurs quelqu'un qui a même mis en doute la qualité de professeur de Bahati. Il a remis en cause la qualité du professeur. C'est-à-dire qu'il ne considère pas Bahati comme professeur, et il dit que Bahati n'a jamais défendu ou soutenu sa thèse, et de ce fait, il ne pouvait pas être docteur, parce que la condition première pour être professeur, il faut être docteur. Et ça, nous avons pris note. Donc, ce sont des informations que nous avons eues. Effectivement, c'est-à-dire que devant cette réalité, nous comprenons que, effectivement, ce que nous disions avant qu'on nous livre ces spectacles était vrai. C'est-à-dire que ces gens ici, que vous appelez union dite sacrée, n'ont comme leitmotiv que le profit, que le lucre. Ils ne visent que l'argent. Ils ne sont pas là pour servir la République. Ils se servent eux-mêmes au détriment du peuple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun veut tirer la couverture de son côté. Quand il s'agit des intérêts de Bahati, eh bien, le Mbosso est obligé d'être solidaire. Et quand lui aussi aura besoin de Bahati, Bahati sera obligé de lui rendre l'ascenseur. Alors, dites-moi comment on gère pas les gens aussi immoraux peuvent assumer de hautes fonctions et être accompagnés par ces jeunes qui ont pratiquement vendu leurs âmes par souci justement d'avoir un $100 ou un $200. Donc devant ces décors, nous comprenons qu'effectivement, il y a des sérieux problèmes. Voilà pourquoi nous disons, il faut que nous enclenchions l'opération Kombo Ramasset. Kombo Ramasset. On doit les mettre tous en dehors des institutions pour que nous espérions effectivement atteindre l'objectif de développement et de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui va arriver au cas où, selon toujours ces informations, Bahati obtenait la tête de Mbosso? Est-ce que ça sera l'embrasement de l'union sacrée au niveau du Parlement? Bon, Mbosso en réalité n'a pas assez de poids politique au niveau institutionnel parce que son parti ne peut pas faire face à l'AFDC, qui est un grand regroupement politique sur le plan quantitatif, bien que sur le plan qualitatif, ça reste à désirer. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Et donc, devant ces conflits, on peut assister à une sorte de mutualisation des efforts. Voyez-vous? Vous prenez Bahati. Bahati aussi est vulnérable au niveau du Sénat. Vulnérable? Il y avait plus de 57 signatures, justement, dans le cadre d'une motion, justement, pour le faire partir. Ils ont eu à influencer ou sinon à intimider un certain nombre de sénateurs justement pour étouffer l'affaire. Il a collé la procédure, le processus
tel qu'enclenché par ces sénateurs, avec la question de la sûreté de l'État. Pour lui, considérer qu'il cherchait à faire descendre ou à abattre politiquement M. Félix Tshisekedi. C'est ce qui a fait que les services de renseignement ont eu à faire pression sur ces sénateurs. Et vous savez les débats qu'il y a eu sur une éventuelle réunion qui serait organisée au niveau de la résidence de M. comment il s'appelle, l'ancien gouverneur, avec Mbuta Yango. Donc lui aussi, il était dans le collimateur de ces sénateurs. Éjectable, ouais. Et le danger n'est pas toujours écarté. Hein. Non, mais nullement. Et si, là, de l'autre côté, lui arrive à déstabiliser Mbosso, eh bien, il y a un troisième élément. Le troisième élément qui arrive, c'est la présence de M. Kamere à la tête de l'une des institutions. On dit que Kamere pourrait être nommé Premier ministre. Géopolitiquement parlant, on ne peut pas avoir deux chefs de corps issus d'une même province. Et surtout d'une même qui est de Sud Kivu. Il est Mouchi. Et Bahati, Kamere, même province Sud Kivu, Mouchi également. Voilà. Ça veut dire que si Kamere est nommé, ou Kamere pourrait être nommé Premier ministre, automatiquement, Bahati serait sur une chaise éjectable. N'est-il pas en train de vouloir mourir avec Mbosso plutôt que de partir seul? Bon, tout ça, ça démontre à suffisance qu'il y a 0 degré de moralité, justement parce que nous sommes là en face des caïmans, je dirais même des vampires, de vautours, des charognards, des gens qui profitent... Ce sont quand même des mots durs, Alain Bolo. Non, des vampires, de vautours, je voudrais expliquer, c'est une métaphore en fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas des charognards, mais ce sont des hommes qui apparaissent comme des charognards justement parce qu'ils attendent à ce que les autres meurent pour manger leur chair. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils cherchent à s'entretuer entre eux parce que dans ces contextes-là, personne ne sera gagnant, encore au moins la République. Mais ce qui est important... Donc ces trois éléments qui est Kamere perturbent un peu Modeste Vallée. Va perturber, ça dépend des calculs qui sont faits au niveau de l'union sacrée en dehors de ces deux personnalités. Parce que M. Félix Tshisekedi, d'après ce qu'on nous présente, c'est lui qui serait l'autorité dite morale de cette plateforme. L'initiateur. L'autorité dite, non mais ils le disent par moment, l'autorité dite morale de cette union sacrée de la nation. Union dite sacrée. Et de ce fait, M. Félix Tshisekedi, tout en sachant qu'avoir un premier ministre tel que M. Kamere, dont les capacités sur le plan managérial, sur le plan, la capacité de négociation, la capacité de dribbler, s'il faisait de lui Premier ministre, ça serait aussi faire ombrage aux actions ponctuelles et unilatérales que M. Félix Tshisekedi arrive à poser dans une certaine mesure. Il a double possibilité, soit de faire de lui président, Premier ministre au niveau du gouvernement, ou soit de faire de lui président de l'Assemblée nationale. Qui? Si seulement il était encore député. Non, il n'est plus député, il avait renoncé à ça. Non, mais attention, les dispositions de la Constitution ont été changées. Un député qui quitte son poste peut revenir, sauf s'il avait assumé un mandat électif. N'oubliez pas que la Constitution, or pour le cas de M. Kamere, il n'a jamais assumé un mandat électif en dehors d'être député. Non, mais il n'a pas été validé comme député d'abord. C'est son suppléant qui a été validé. Ce qui veut dire qu'il avait renoncé à son mandat de député. Il faut vraiment être très prudent avec cette loi-là, ou sinon cette disposition. Voyons voir comment ça va évoluer, mais s'il n'est pas président de l'Assemblée, il a plus de chances d'être président du Sénat. Et dans ces cas-là, Mbosso sera appelé à partir, et Bahati sera appelé à partir. Pour Mbosso, certainement, Bahati va chercher aussi à avoir un poste au niveau de l'Assemblée nationale pour placer l'un de ses lieutenants. Donc, au regard des enjeux, au regard des intérêts individuels, nous constatons aujourd'hui que l'appareil, l'État, ne peut pas bien fonctionner, justement parce qu'on doit chercher à assouvir les appétits gloutons. Quelle pourrait être l'attitude de Félix Tshisekedi quand il regarde Bahati et Mbosso s'entre-déchirer autour de ces conflits politiques? Bon, il doit avoir deux réflexes. D'abord, il se considère impuissant. Parce que, ça, c'est selon vous. Hein? Non, mais oui, ce sont des hypothèses. Très bien. Il se considère impuissant parce qu'il ne peut pas entrer dans cette guerre.
D'autant plus que ses intérêts, là où le conflit qu'il y a aujourd'hui, c'est justement parce que M. Félix Tshisekedi lui-même qui a jeté les fertilisants. Deuxièmement, il voudrait laisser les choses pourrir pour que les dés deviennent trop faibles, afin que lui puisse être le rassembler. Donc tous ces éléments-là jouent en sa faveur. Mais au niveau de leur plateforme, vous prenez au niveau de l'AFDCA, il y a déjà des conflits là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que M. Bahati veut tout s'accaparer de tout. À ce niveau-là, il y a déjà un combat, une guerre frontale entre, vous prenez Steve Mikaï et sa cohorte, qui combattent déjà M. Bahati, qui le considère comme un égoïste, un égocentrique. Et là, dans ce combat-là, M. Steve Mikaï s'est constitué des alliés. Donc, il peut y avoir de mutualisation de forts au sein de familles avec les camps adverses. Donc, devant ces décors-là, nous pensons que le pays ne peut pas bien avancer et nous espérons que le troisième larron viendra justement pour balayer. Très bien. Dernière question par rapport à cette situation, cette guerre entre les chefs de corps au niveau du Parlement. Du temps de Kabila, par exemple, on n'a jamais vu le président du Sénat, Kengo Adondo, en tout cas le reste le seul qu'on a connu, et le président de l'Assemblée nationale, Kamere, Boshab, Minakou, s'affronter avec le président du Sénat. Est-ce que quand vous faites la comparaison, même si la comparaison n'est pas raison, entre le Parlement Kabila et le Parlement Tshisekedi, lequel des deux parlements est, on va le dire, hein, le moins mal? Bon, le pire, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Justement parce que déjà au niveau du sommet, c'est-à-dire au niveau, parce que M. Kabila était l'autorité politique de tous ces chefs de corps pendant qu'il était encore à la tête du pays. Et ils avaient créé un cadre d'harmonisation, voyez-vous. Il y avait d'abord la MP, qui avait une coordination. Fort heureusement pour eux, le coordonnateur de la majorité présidentielle était le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand il y avait des conflits au niveau de la MP, c'était réglé facilement. Parce qu'ils avaient une autorité dite morale qui avait la possibilité de donner des orientations et tout le reste suivait. Voilà. Mais ici, c'est une mosaïque où vous trouvez chacun tire la couverture de son côté et celui qui a la tête n'est pas l'autorité en tant que tête, bien que dans le principe, c'est lui qui est autorité. Mais il y a beaucoup d'électrons libres. Voyez-vous, Bahati, connaissant les enjeux et la faiblesse de M. Félix Tshisekedi, Mbosso, connaissant les enjeux et les faiblesses de M. Félix Tshisekedi, tous deux ont tendance à attirer M. Félix Tshisekedi dans le sens de protéger les intérêts de l'un comme de l'autre. Donc, devant cette réalité, vous sentez qu'il y a effectivement un dysfonctionnement parce qu'il n'y a pas de cadre d'harmonisation. À l'époque, le président du Sénat, d'abord au départ, avait beaucoup de problèmes avec M. Kabila. Parce qu'au regard des dispositions de la Constitution, eh bien, c'est celui-là qui est le dauphin constitutionnel. C'est-à-dire que si M. Kabila n'était pas là ou était empêché, eh bien, ça allait être le papa Kengo qui allait le remplacer de plein droit au regard de l'article 75. Et donc, Kabila avait peur de Kengo, et Kengo étant sage sur le plan politique, un expérimenté et celui qui a eu à assumer toutes les fonctions pratiquement, connaissant comment jouer avec l'esprit du chef tel qu'ils l'ont appris à l'époque de Mobutu, il a approché M. Kabila pour lui faire allégeance, lui dire, bien que n'étant pas élu sur la liste de ta famille politique, je viens vous faire part ou vous déclarer ma loyauté et ma fidélité. Et quand Kabila a constaté que Kengo n'était pas un danger, c'est en ce moment-là que Kabila a ouvert la porte pour permettre à Kengo de poser certaines actions. Bien que n'étant pas membre de la majorité présidentielle, tout ce que Kabila faisait, c'était par consensus
Et cela a permis à ce qu'il y ait quiétude pendant ces temps. Ce n'est pas le cas avec M. Félix Tshisekedi. C'est que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de gérer les ambitions des uns et des autres. Et d'ailleurs, lui-même est préoccupé à tout. Comment pouvez-vous imaginer, vous avez le pouvoir, vous avez une plateforme monstre, vous avez une coalition qui n'a ni tête ni queue, et vous n'avez aucun cadre d'harmonisation. S'il y a des conflits d'intérêts, comme c'est le cas d'ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est dans quel cadre que ces gens-là auront à résoudre le problème? S'il n'y a pas de cadre de concertation, il n'y a pas un endroit, en des termes simples, où les membres de l'Union sacrée peuvent se concerter. Le seul endroit, c'est la télé, la rue, et à travers le robot communicant, ce qu'on appelle communément les communicateurs. Effectivement, c'est ça, au fait, le plus grand problème de ces monstres que vous appelez Union des Sacrés. C'est justement parce qu'il y a déjà un problème en termes d'orientation, en termes d'harmonisation. Les plateformes politiques sont des carrefours des ambitieux. Et donc, vous devez avoir un cadre d'harmonisation et un texte pour justement aplanir les divergences et anticiper sur des éventuelles crises. Lorsqu'il y a crise au niveau de ces deux institutions, sachez-le très bien, sur le plan politique, ils peuvent beaucoup perdre. Mais tout passera par la capacité de celui qui est appelé à fédérer les énergies. Parce que dans la vie, et même en physique, il y a deux types de forces. Le force centrifuge et le force centripète. C'est-à-dire qu'il y a de forces qui attirent vers les centres, il y a de forces qui repoussent, c'est-à-dire qui vous éloignent du centre. Et donc vous, en tant que chef leader, si M. Félix était réellement un leader, eh bien c'est lui qui allait jouer le rôle des catalyseurs, le rôle de celui qui attire tous vers lui, et comme ça, il allait donner les orientations. C'est vrai à l'époque Il n'est pas comme Joseph Kabila. Non, mais c'est vrai à l'époque de Kabila. Son leadership n'est pas comparé à celui de Joseph Kabila. Non, mais Félix Tshisekedi n'est pas leader. Kabila était leader. Félix Tshisekedi n'est pas leader. Kabila était leader. Il assume la fonction par accident de parcours. Non, par élection. Par élection. Non, mais élection ou pas élection, M. Félix Tshisekedi, déjà, tous les événements qui ont précédé la fonction qu'il assume aujourd'hui démontrent la suffisance que M. Félix Tshisekedi n'avait rien préparé, il ne savait même pas. Ce sont des faits qui l'ont porté là. Ce n'est pas lui qui était le leader du parti. Je ne sais pas s'il avait l'ambition un jour de remplacer son père. Non, lui-même a dit, après la disparition de son père, il a nourri l'ambition de devenir président de la République. Non, mais après son père. Ouais. Il ne pouvait pas développer les ambitions. Non, mais attendez, après son père. Mais prenez le temps où son père est décédé et le temps où il a déposé sa candidature. A-t-il réfléchi sur comment gérer les ambitions? C'est-à-dire que c'est un accident de parcours, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de la nature et aujourd'hui nous sentons qu'il n'a pas assez d'atouts. En réalité, s'il était un leader, il aurait la capacité d'éponger le conflit. Toutes les sémences qui amènerait à l'éclatement de cette... En principe, devait déjà avoir une plateforme. Voyez-vous, une plateforme. Pas une coalition de circonstances où on fait appel aux mercenaires. Et devant cette réalité, ça fragilise. À l'époque des Kabila, il y avait beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Parce que déjà au niveau du PPRD, c'était tout un mosaïque. Et dans cette réalité, M. Kabila avait la capacité, non seulement d'anticipation, mais de donner des orientations. Ce qui n'est pas le cas. Eux considèrent ça comme la dictature. Et lui pense que la liberté que lui reconnaît à tout un chacun au niveau de la plateforme, c'est ça la démocratie. Alors que la démocratie et l'anarchie ne doit pas être confondue à la démocratie. Ça, c'est de l'anarchie. L'anarchie n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité, mais basée essentiellement sur le principe préalablement accepté. Alors dites-moi, des gens qui n'ont ni charte, ni organigramme, ni chronogramme, ni objectif commun, la seule chose qui les met ensemble, c'est le partage du pouvoir. Ce qui veut dire que moi, je considère
tous ceux qui font comme de la rature. Et la population doit comprendre que nous avons des gens qui sont peu sérieux ou pas du tout sérieux, et ce sont eux qui ont la responsabilité. Lorsque vous suivez ce qui s'est dit par ces communicants, apparemment, ceux qui nous disent que les choses vont bien n'ont la maîtrise de rien du tout. Parce que si le Parlement ne fait pas bien son travail, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ne fait pas bien son travail, le Sénat ne fait pas bien son travail, si chacun de chefs de corps tire la couverture de son côté pour ses intérêts personnels, alors pourquoi doit-on encore dire à la population que l'Union sacrée est là pour sauver ou aider la population à évoluer? En termes de loi, aucune production parlementaire qui peut aujourd'hui pousser la population à croire à leur bonne foi. Que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de l'Assemblée, toutes les politiques sont centrées essentiellement sur les intérêts de ces deux personnalités. Et en filigrane, vous avez les intérêts de M. Félix Tshisekedi. Alors dites-moi, où est-ce que vous trouvez l'intérêt de la population? Donc nous constatons que là, la défaillance ou la faiblesse, c'est constate justement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas d'atout, n'a pas la capacité de fédérer les énergies dans le sens d'atteindre les objectifs que lui-même s'est assigné. Très bien, Alain Bouloudja, parce que vous parlez de la production législative de deux côtés, on aurait dû, d'après les communiqués de l'Assemblée nationale sur les réseaux sociaux, examiner le projet de loi portant révision de certaines dispositions de la loi électorale. Cette plénière a été reportée à une date ultérieure. Ça, vous le savez avec moi. Mais entre-temps, il y a un débat autour de l'examen de ce projet de loi. L'opposition FCC pro-Kabila avait séché la dernière plénière parce qu'elle revendique, le FCC revendique les consensus extra-parlementaires, extra-institutionnels. Même son de cloche du côté la Mouka de Martin Fayulu et Adolphe Muzitu. Est-ce que vous pensez que les consensus doivent se faire au niveau des institutions, c'est-à-dire au niveau du Parlement, ou soit les consensus doivent se faire sous format proposé par le FCC de Kabila et la Mouka de Martin Fayulu? Oui, nous venons de décrire la situation institutionnelle actuelle. Voyez-vous, nous avons démontré qu'aucune institution ne fonctionne normalement. Nous avons démontré que le Parlement est constitué des gens qui sont plus assoiffés de défendre leurs intérêts, assoiffés d'argent, assoiffés du pouvoir, et ne parlent nullement des intérêts de la République. Et c'est dans ces contextes-là qu'on va parler de l'avenir de toute une nation. Je ne pense pas. À l'époque où M. Bahati était un militant de la majorité présidentielle, et M. Mbosso d'ailleurs, cadre, hein? Pas militant. C'était des militants parce qu'ils se mettaient à la queue de justement pour entrer. Vous avez appelé ça l'ordre, non? Non, mais effectivement, c'était des militants. C'était des militants, ils venaient auprès du gourou pour avoir sa bénédiction. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agissait de parler des questions parlementaires, eh bien, déjà en amont, la majorité présidentielle de l'époque et la majorité parlementaire se concertaient. Se réunissaient. Ils se réunissaient, ils se concertaient. Ils prenaient position par rapport à ce qui doit se faire. Et généralement, ils mettaient sur pied une stratégie pour contrer les attaques des autres, mais avec l'idée d'atteindre un objectif bien précis. Ce qui fait que même l'éventualité d'un dialogue ou d'un consensus avec l'opposition était déjà conçue avant même de lancer les débats sur la place publique. Ce n'est pas le cas avec nos amis. Si vous prenez dans leur débat, dans leur discours, en rapport avec la révision constitutionnelle, vous sentez qu'effectivement, il n'y a pas une cohésion. Voyez-vous, ils n'ont pas su harmoniser leur point de vue. Vous prenez, on vous dit, ils veulent réviser la loi électorale. Et dans leur révision de la loi électorale, ils envisagent aussi de passer d'un tour à deux tours. Automatiquement, nous quittons la loi électorale et nous allons vers la Constitution. La révision de la Constitution. La Constitution, dans son article 71, avant la révision de 2011, avait fixé comme principe que le président devait être
devait obtenir plus de voix s'il n'atteint pas la majorité simple lors du premier tour, il y avait éventualité d'organiser le deuxième tour. Ce qui a fait qu'en 2006, lorsque nous sommes allés aux élections, nous qui étions dans l'opposition, nous avons plusieurs candidats. Monsieur Bemba, qui était l'un des membres de l'opposition, était deuxième dans le classement selon la publication de l'Abbé Malumal. De la CENI. De l'Abbé Malumal. De la CENI. Non, ce n'est pas la CENI parce qu'il a pris sa décision de publier les résultats à sa manière et ça a été fait dans une charte. Non, mais effectivement. C'est-à-dire que là, après ça, nous sommes allés au second tour. Parce que les élections présidentielles étaient couplées aux élections législatives nationales et au second tour, c'était couplé aux élections législatives provinciales. Ce qui a fait que là, c'est la Constitution qui le disait. Et la loi électorale, compte tenu des dispositions de la Constitution, avait prévu dans la loi électorale l'éventualité d'aller au second tour. C'est-à-dire quoi en clair? C'est la loi électorale qui doit se conformer à la Constitution. Ce n'est pas l'inverse. Comment voulez-vous que ceux qui nous parlent aujourd'hui de la révision de la loi électorale envisagent en même temps la révision d'une disposition de la Constitution? Entre les deux, qu'est-ce qui viendra après? Devons-nous commencer par la révision de la loi électorale? Dès que l'on finit, on va maintenant procéder à la révision de la Constitution, ou il va falloir attendre la révision de la Constitution pour réviser la loi électorale. Et déjà là, vous comprenez que nos amis n'ont aucune idée sur ce qu'ils doivent faire. Premier obstacle, on ne peut pas réviser la Constitution pendant qu'on est pendant l'état de siège. Deuxième élément, pour réviser la loi électorale conformément à la révision de la Constitution, il faut d'abord vider les opérations de la révision constitutionnelle, que l'on publie ou sinon que l'on promulgue la loi portant révision de certaines dispositions. En ce moment-là que la Constitution révisée entre en vigueur, c'est après seulement qu'on peut imaginer réviser certaines dispositions de la loi conformément à la nouvelle révision de la Constitution. Dites-moi, est-ce que ces gens sont sérieux dans ce qu'ils font? Trouvez-vous normal des gens qui veulent réviser la Constitution et la loi électorale? Ils veulent commencer par la révision de la loi électorale et après ils vont réviser les dispositions de la Constitution. Après promulgation, ils viendront encore pour réviser la même loi électorale pour la conformer à la nouvelle Constitution révisée. Espérons qu'ils ne feront pas les choses de cette manière. Ah non, mais voilà, j'ai dit que ces gens ici, apparemment, sont constipés. C'est-à-dire que là, nous assistons à une sorte de chasteté cognitive. Les gens ne veulent pas pousser leur intelligence au-delà de ce qu'il y a. On les appelle déjà les ventriotes. Des gens qui réfléchissent par rapport à leur type digestif. C'est ça le grand problème. Ceux qui veulent réviser la loi électorale sans avoir l'ambition de réviser la Constitution peuvent continuer dans leur démarche. Ils vont réviser la loi électorale et il n'y aura pas de second tour. Alors, s'il y aura des second tours, il faut commencer d'abord par la révision de la Constitution. Et lorsque vous révisez la Constitution, dès que vous finissez, vous envoyez à la présidence. La présidence doit envoyer au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit renvoyer à la présidence. La présidence doit promulguer. Ça, on publie au journal officiel. Et en ce moment-là, on rentre pour que la nouvelle loi électorale se conforme à la nouvelle Constitution révisée. Or, pendant que nous parlons là, nous sommes pendant la session ordinaire de mars. Ça prendra fin au mois de juin, le 15 juin. Si nous rater cette période, ça va poser problème. Parce qu'au-delà de la loi électorale, il y a un autre document très essentiel, c'est le calendrier électoral. Après le calendrier électoral, on a le budget des élections. C'est au mois de septembre que l'on doit défendre le budget des élections au niveau de l'Assemblée nationale et que cela soit intégré ou incorporé dans le budget national. Dites-moi, au regard de tous ces éléments-là, pensez-vous vraiment qu'il y aura élection en 2023? Je ne pense pas. Très bien, on va y revenir par rapport à cette question. Moi, je prends la première hypothèse selon laquelle on va réviser la loi électorale sans pourtant réviser la Constitution.
Et c'est dans ces cadres que l'opposition, composée de Kabila, Fayoulou, c'est-à-dire le FCC et la Mouka, veulent avoir un consensus extra-institution. C'était là ma question. Est-ce qu'on peut y aller, obtenir un consensus en dehors du Parlement, ou doit-on l'obtenir en interne au niveau des institutions? Cher ami, vous avez rappelé quelle est la position de l'EBAT par rapport à... Non, mais notre position est connue. Nous ne voulons pas entrer, nous mêler dans cette aventure de mauvais goût que vous appelez processus électoral, émaillé de beaucoup de faiblesses, de beaucoup d'irrégularités. Et cela énerve même la philosophie de la Constitution actuelle. Vous avez rappelé plusieurs faits. En 2005, nous avons eu les référendums. Et après, ça nous a ramené à un consensus entre le parti pour avoir l'adaptation au regard d'abord de la Constitution, parce que nous avons quitté la Constitution de la transition de 2003 à 2006. Nous entrons maintenant dans la première législature de la Troisième République, avec une nouvelle Constitution, la Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée à ces jours. À chaque fois que nous avons eu la révision de la loi électorale, ça a toujours été précédé d'un consensus au niveau hors institution. Mais la difficulté maintenant, c'est que le consensus n'était pas accepté. En fait, le consensus n'était pas absolu, ou sinon n'était pas profond dans son aspect politique. Pourquoi? Parce que vous prenez par exemple en 2006. En 2006, juste après les élections, nous avons fustigé le processus électoral. Cela nous a conduit à adapter la CNI. Nous avons quitté la CNI qui était constituée... La CI. Non, la CNI en 2006. La CNI, c'était en 2005. En 2006, c'était la CNI. CNI, c'était pour l'organisation du référendum. La CNI a commencé en 2006. On a constaté qu'il y avait des faiblesses. Il y a eu la réforme avant 2011. C'est en ces moments-là que une certaine opposition avait fustigé le fait que on avait fait sortir la société civile dans la composition du bureau de la CNI. C'est là où maintenant le pasteur Ngoïmoulunda a intervenu. On a refusé que la société civile y prenne part, parce que ceux qui étaient à l'époque considéraient que l'opposition, la société civile s'est retrouvée dans toutes les tendances. C'est-à-dire que soit dans l'opposition et soit au pouvoir. Et M. Kabila, en tant que majoritaire, à cette époque, a choisi Ngoïmoulunda, qui était membre de l'association, mais pour le compte de la majorité parlementaire. C'était un consensus. En 2018, on a eu aussi un consensus. Lequel? Avec ce qu'il y a eu au niveau le dialogue. Le dialogue. Qui a abouti en quoi? Non, le dialogue. On a adapté le bureau de la CNI par rapport à cette réalité. Qu'est-ce qui a été changé? Non, mais comment Nanga est resté? Non, mais Nanga, ça c'est l'animateur. Nanga, c'est l'animateur. Mais comment sommes-nous arrivés à avoir la plénière? C'était par consensus. On a créé la plénière au niveau de la CNI par consensus. C'est-à-dire que depuis que nous avons commencé, il y avait des consensus. C'est vrai qu'il y avait des écueils par rapport à certaines questions, mais ils se sont tous résolus d'aller dans ce sens. Et même la machine à voter, c'était un consensus. Ça a été adopté, la CNI avait imposé à tout le monde. Non, la CNI a fait la proposition. Lorsqu'il s'agissait la CNI a fait la proposition, après pression de l'opposition, la CNI a considéré par consensus que la machine à voter ne soit qu'une imprimante et non que l'on comptabilise le voix de la machine à voter. Monsieur Félix Tshisekedi a accepté, en faisant même un meeting au niveau de la Sainte-Thérèse, avec sous la machine de M. Kabila. Le meeting de Sainte-Thérèse était... a été béni par M. Kabila. Le meeting de Félix à Sainte-Thérèse à l'époque a été soutenu par Kabila.
Ça, vous n'avez rien à prouver. Mais apparemment, vous oubliez que j'étais membre de la MP. Qui? Moi? J'étais membre de la MP. Vous avez porté la mallette d'argent pour remettre à Félix? Non, je n'ai pas dit... Non, ce n'est pas ça. Mais le jour où on va poser la question à Kalev, il va vous donner certaines vérités. C'est-à-dire que cette activité a été soutenue par Kabila. C'est comme ça que M. Félix Tshisekedi avait des assurances qui serait le deuxième plan, le plan B de M. Kabila. Il a soutenu contre la volonté de tous ceux qui étaient... Parce que qui ont commencé à refuser la machine à voter? C'est l'UDPS. Et la première force de l'opposition a accepté la machine. Non, mais comment voulez-vous qu'il n'accepte pas la machine dès lors qu'il savait que M. Félix Kabila lui avait donné des garanties qu'il serait le président de la République? Voyez-vous, devant toute cette réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un consensus. Bien que ce n'était pas absolu. Ce n'était pas un vrai consensus. Hein. Ce n'était pas absolu, mais au moins il y avait ça. Un semblant. Ce qui est important de retenir, c'est quoi? La mise en place... Donc vous êtes d'accord aussi pour les consensus cette fois-ci? Non, le problème c'est que le consensus apparaît comme une pratique coutumière dans le processus électoral. C'est-à-dire que nous avons tous accepté que nous ayons une démocratie consensuelle, surtout en matière électorale. Chaque fois, on consulte toujours les autres partis. Qu'est-ce qui s'était dit? Pendant que M. Kabila voulait, ou la majorité parlementaire voulait, que les choses se fassent au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que le discours que l'Union dite sacrée tient aujourd'hui, c'est le discours qu'avaient tenu les gens de M. Kabila à l'époque. Consensus au niveau institutionnel. Voilà. Et après, ils se sont résolus que ce consensus-là se fasse au niveau de la CENI. La CENI a organisé beaucoup de rencontres entre le parti, justement, pour harmoniser leurs points de vue. Et ce qui a été résolu là-bas, on l'a ramené au niveau de l'Assemblée nationale pour harmonisation et conformité à la loi. N'est-ce pas un consensus? Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, lui et sa cohorte vous dit, pas de consensus, on va aller au niveau. Cela veut dire quoi? Ils prennent la posture de M. Kabila. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans la peau de M. Kabila. Ils se retrouvent dans la peau de la majorité parlementaire ancienne. Il veut donner les mêmes réponses que... Et ce qui est surprenant, même il ne parle plus, mais c'est la même philosophie de Kabila. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce sont des copistes. Des gens qui prennent que c'est que les autres avaient fait du mal et ils veulent le faire. Alors, dans leur raisonnement, vous adoptez la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI en violation de plusieurs principes tels que nous l'avons décrits là. Les autres vous disent, attention, vous violez. Non, ils disent, non, voilà, nous sommes majoritaires, ils vont comme ça. La désignation des animateurs, ils le font par forcing et ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Vous allez encore par rapport à la loi électorale, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire que tous ceux qui vont aller dans ces processus électoraux ne vont que les accompagner. M. Félix Tshisekedi a la maîtrise de la Cour constitutionnelle. La maîtrise? La maîtrise, il a dompté la Cour constitutionnelle. M. Félix Tshisekedi a la maîtrise de la CENI. Il a apprivoisé tous ces gens-là que vous voyez. Ce sont des automates. Ils ne seront là que pour servir M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a la maîtrise des services de renseignement et des finances. Dites-moi, vous voulez aller aux élections où le jeu est déjà tronqué à l'avance? C'est le même discours d'hier qu'on reprend aujourd'hui. Entre-temps, quelle pourrait être la stratégie de l'opposition qui, à mon humble avis, pourrait être soufflée dans les jours à venir? Non, mais attendez. C'est ce qui a été dit dans le passé. La question que nous devons tous nous poser. C'était vrai ou faux que Kabila avait la maîtrise du système électoral? Pourquoi aujourd'hui les vrai ou faux aussi? Est-ce que l'opposition n'avait pas fait pression et que la pression n'avait abouti en rien? Non, le problème c'est que Kabila s'est comporté en maestro. Il a fait jouer M. Félix Tshisekedi. En 2018, Kabila a dribblé la majorité parlementaire. Sa propre majorité. Non, mais effectivement, parce qu'il a considéré que ces gens-là l'amenaient dans le gouffre et lui-même a créé le deuxième larron ou le plan B sans la majorité parlementaire. C'est comme ça qu'il a fait sortir M. Félix Tshisekedi.
Ce n'est pas la même situation qu'aujourd'hui. Vos analyses là, parfois ne sont pas claires. Hein. Non, mais attendez. Qui a fait de M. Félix Ségué président? N'est-ce pas Kabila? Le peuple. C'est M. Kabila qui a fait de M. Félix Ségué ce qu'il est aujourd'hui. Et nous l'avons d'ailleurs vécu lorsqu'il avait pris la parole dans son fameux discours de 6 minutes. Il a connu toutes sortes d'humiliations. Il a réitéré, il a redit la même chose au niveau du Congrès. Il a connu toutes sortes d'humiliations. Il y avait une puissance qui surplombait pratiquement les compétences qui lui sont reconnues par la Constitution. C'est-à-dire que cette force-là, c'est la force Kabila. C'est Kabila qui a géré tous ces temps-là. Et lorsque M. Félix Ségué parlait du pantin, lui-même a confirmé. Mais c'est Félix Ségué qui disait, c'est pas Fayulu. Fayulu n'a fait que répondre à ce que M. Félix Ségué disait. Lorsque lui-même a dit qu'il a connu toutes sortes d'humiliations, il y avait des gens qui lui empêchaient de poser certains actes, alors que lui, sur le plan formel, était président de la République. Il voulait tout simplement vous dire qu'il a refusé de continuer à être un pantin. Lui-même a confirmé. Et devant cette réalité, vous allez vous rendre compte que jamais nous avons atteint le processus, l'objectif constitutionnel des élections. Oui, mais la question est celle de savoir comment l'opposition va faire pour contraindre Félix à aller au consensus. Parce que vous-même, vous avez dit, là, le contrôle de tout. Il contrôle, d'après vous, hein, la Cour constitutionnelle, il contrôle les finances, il contrôle les services de renseignement et de sécurité, il contrôle la CENI, il a la majorité parlementaire. L'opposition n'a rien. Non, comment cette opposition qui n'a rien, qui prétend avoir le peuple, va contraindre Tshisekedi à aller au consensus? Non, l'opposition avait un atout, la frustration sociale. Fort malheureusement, l'opposition n'a pas su capitaliser, optimiser cet atout-là. C'est un avis de faiblesse hein, de votre part. Hein? Non, mais attendez. Lorsque nous leur disions, ou nous disions à nos amis de la Mouka, attention, ne faites pas trop de propositions à M. Félix, c'est que vous risquez de faire son lit. Les gens ne nous avaient pas compris. Les gens nous ont dit, mais il fallait leur dire ça en huis clos, pourquoi le dire à la télé? J'avais commencé par là et je suis arrivé jusqu'à la télé. Pour leur dire, attention, pour illustrer ou leur faire comprendre notre position, nous avons juste pris une métaphore en considérant ceux qui sont au pouvoir comme des bandits et devant les bandits qui sont armés, qui se comportent effectivement en bandits, vous venez avec des simples paroles. Vous leur demandez de s'aligner au-dessus, de revenir sur la norme. Non, ils sont bandits. Martin Fayulu et ses collègues auraient dû faire quoi? Non mais attendez. Mais lorsque vous êtes en face des bandits, il faut vous comporter comment? Non, j'ai dit, c'est une métaphore. Oui, mais la métaphore est trop forte. Oh. Bon, vous voulez que je prenne quoi, les lions? Un homme politique fort, par exemple. Non, ils ne sont pas forts. Ils se comportent en bandits. C'est-à-dire que dans ces contextes-là, il fallait changer les rapports de force. En faisant quoi? Non, mais les rapports de force, c'est clair. Si M. Félix Ségué prétend avoir l'armée, la police, la banque centrale et tout, ce qui lui manque, c'est le peuple. Il fallait pousser le peuple à se prendre en charge. Lorsque je leur disais, parlons de l'article 104, oh non, le peuple n'est pas préoccupé. Alors qu'il y avait un problème de dessert en eau potable, alors qu'il y avait un problème d'insécurité, alors qu'il y avait un problème de brader notre dignité auprès du Rwanda, alors qu'il y avait tous ces éléments. Si seulement on avait canalisé les frustrations, on allait donner une autre orientation. N'est-ce pas que Félix Ségué, Étienne Tshisekedi l'a fait? Comment sommes-nous arrivés à avoir le dialogue? Parce qu'il y avait une pression. Vous voulez vous comporter en saint, en diacre, en pasteur, alors que vous êtes en politique. Aujourd'hui, il faut reconnaître que Félix Ségué n'a peur de personne. Donc, d'après vos analyses, Martin Fayulu et ses collègues sont totalement essoufflés. Non, ils ne sont pas essoufflés, mais ils ont commis beaucoup d'erreurs d'approche. Sont-ils en train de se rattraper? Non, mais ils peuvent le faire. Ce n'est pas encore trop tard. Tant que le peuple ne sera pas associé dans ces combats tels que nous les menons aujourd'hui, il nous sera difficile de déjouer le plan diabolique de ces gens qui sont au pouvoir.
Très bien. Parce que nous n'avons pas d'autres instruments. On ne va pas utiliser l'armée. Vous n'allez pas demander à Alain Bolodjoa, à mon âge aujourd'hui, d'aller aller au maquis, prendre les armes, devenir rebelle. Non, déjà que la loi je peux le faire. Non, la loi ne l'autorise pas, papa. Non, attendez, ne me faites pas sortir de mon contexte. Je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Très bien. Ce qui veut dire quoi en clair? La solution que nous avons, c'est de dire à la population de se prendre en charge et d'enclencher l'article 64. Vous savez, l'article 64 a beaucoup d'avantages. Va-t-elle vous écouter? L'article 64 va même aider M. Félix Tshisekedi à se libérer de l'influence du Rwanda. C'est ça l'avantage de l'article 64. On va redresser les choses. Mais, attendez, Nani Mokonzi, n'est-ce pas le peuple? Si vous êtes dans la démocratie et qu'il y a des institutions qui marchent aux antipodes de la volonté de la population, n'est-ce pas que le peuple seul qui détient la clé peut déjouer ou déboulonner les systèmes? On n'a pas associé les peuples. On veut marcher. On marche pour demander le processus électoral. On marche pour demander que l'on prenne en compte telle proposition. Et en fin de compte, il n'y a pas de marche sociale. Le peuple ne s'est pas retrouvé dans le message. Quand le peuple était suffisamment... Le peuple ne s'est pas retrouvé dans le message de Martin Fayulu. Non, mais il faut le reconnaître parce que le peuple s'est vu trahi par l'opposition. Ben, il suffit seulement de suivre ce qui s'est dit. Boulaye Sipsopori. C'est ça en fait le message. Il y avait possibilité d'amener le peuple dans ces combats et le peuple seul a la capacité de jouer tout le plan diabolique de ceux qui sont au pouvoir. Très bien. Fort malheureusement. Voilà pourquoi nous, au niveau des débats, parce que vous avez posé la question par rapport à notre position de débat, nous l'avons toujours dit. Celui qui ira aux élections tel que défini aujourd'hui ou boutiqué par M. Félix Tshisekedi ne fera que le lit de M. Félix Tshisekedi. La solution est la meilleure, reste enclencher l'article 64. Seul l'article 64 peut nous aider. Ça ne va pas seulement nous aider pour ces processus électoraux. Non, ça va nous aider pour tout l'avenir du pays. Parce que tout le monde parti, il faut revoir les ambitions à la baisse. Tout le monde saura que le peuple est Mokondi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux souverains dans un même espace. Comment voulez-vous que la Constitution parle du peuple comme souverain, c'est-à-dire les détenteurs de pouvoir, ou celui qui agit en dernier ressort? Au même moment, il y a un autre souverain, M. Félix Tshisekedi, qui se comporte aujourd'hui en monarque. Et il a des adeptes, des gens qui viennent justement pour l'accompagner dans ces dérives. Nous considérons pour notre part que nous devons pousser la population à se prendre en charge. Ça ne servira à rien d'organiser les élections. On va dégager comme ça près d'1 milliard de dollars pour ne rien obtenir. Il y aura des gens qui seront cooptés députés. Il y aura des gens qui seront cooptés président de la République. Il y a des gens qui seront cooptés sénateurs, députés provinciaux et consorts. Ça servirait à quoi de dépenser autant d'argent pour ne rien obtenir à la fin? Très bien, Alain Bolodjoa. Vous avez fait une analyse que j'ai laissée en souffrance, et ce sera la dernière analyse par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Vous avez peint un tableau un peu sombre au cas où on n'a pas de révision de la loi électorale, au cas où on n'a pas de calendrier, on n'a pas de budget. C'est-à-dire que certains ingrédients seraient réunis pour qu'on n'ait pas des élections en 2023. À ce moment-là, le consensus dont on parle sera établi. C'est-à-dire un dialogue, format Senko. Déjà, les évêques sont très en mouvement. Ils sont allés voir le président Bahati. Ils seront allés voir l'opposition et le reste. C'est-à-dire que, quelque part, on serait en train d'aller vers un schéma de dialogue. S'il n'y a pas élection en 2023. Il y a les éléments avancés tout à l'heure. Non, mais attendez. Il y a deux éventualités. Soit vous avez les glissements, soit vous avez la glissade. Hein? Non, il y a deux éventualités. Si M. Félix Tshisekedi ne respecte personne, il ne respecte ni la loi, ni la constitution, ni l'opposition. Il peut aussi connaître qu'une glissade sans les autres. C'est-à-dire qu'il prolonge son mandat sans associer. La mouka et seul. Non, mais qu'est-ce qui manque? Parce qu'en face de lui, il n'y a rien. En face de lui, il n'y a pas d'opposition. Apparemment, vous ne sentez pas que nous apparaissons les seuls
à dire à M. Félix Sékédi, c'est Il peut faire sa glissade. Il peut faire sa glissade sans Kabila, c'est servant de la s'il y aura effectivement, s'il y aura glissement, le glissement veut dire il y a consentement des autres parties. Glissons ensemble. Mais la glissade, c'est lui-même qui veut faire ça sans vous. Quelle est l'hypothèse la plus plausible? Non, mais attendez, les deux, c'est probable. La plus plausible. Les deux, c'est probable. Entre la glissade et le glissement. À condition que l'on change les rapports de force. Je ne vois pas une opposition aussi molle pousser Félix Sékédi à s'amender. Tout le monde a peur. De quoi? De la mort, de l'arrestation, ce qui fait que M. Félix Sékédi profite de ça. Il va faire sa glissade seul. Non, il va faire sa glissade seul. Et enfin, le corps va vous dire non, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président de la République, le président élu. Et donc, il doit continuer parce que nous sommes dans une approche administrative. Et là, il faut maintenant commencer à colmater. Une question à Alain Bolodja. Excusez-moi de vous couper par rapport à ces deux hypothèses, la glissade et le glissement. Est-ce que l'opposition de l'époque d'Étienne Tshisekedi Mulumba et d'autres pères de l'opposition avaient compris que Kabila avait la possibilité de faire la glissade seul et qu'ils ont contré Kabila à aller dans un glissement ensemble, c'est-à-dire appeler les autres pour gérer ensemble? Non, mais effectivement, parce que Kabila a développé ses velléités bien avant. Comprenant qu'il était difficile d'organiser des élections où lui pouvait y prendre part, il a d'abord commencé par les concertations. Il a fractionné l'opposition en deux. Il a pris une partie, la partie de Papa Kembo et les autres. Ils ont intégré la famille politique de M. Kabila par ce qu'on a appelé les concertations de 2014. Deuxième étape, il a fractionné encore la partie qui restait en deux, en intégrant les autres dans le dialogue de l'Union, du camp Tchad, comment appeler, de la cité de l'Union africaine. Et après, il a récupéré les autres. C'est-à-dire qu'il a été méthodique. Très méthodique. Il a été méthodique. Et pendant tout ce temps, il travaillait déjà Félix Sékédi bien avant. Oh là 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 là. Bien avant il travaillait déjà Félix Sékédi. Vous pensez que la santé financière là, Félix? Non, je vous dis, sans Félix Sékédi, Kabila ne pouvait pas glisser. Sans famille Tshisekedi, Kabila ne pouvait même pas glisser. Donc, il y avait une forte tension au niveau national. Tellement que M. Kabila se voyait déjà dos contre mur, il n'avait pas de choix que de les approcher. Mais aujourd'hui, Félix Sékédi peut avoir le choix de ne pas vous approcher. Oui, revenez sur l'analyse que vous étiez en train de développer, les trois étapes, consultation, dialogue de l'Union africaine et puis dialogue de la CENCO, suite à une contrainte de l'opposition qui... Non, mais effectivement, l'opposition a eu à poser ses actions. Il était contraint à aller vers un glissement d'ensemble. Effectivement, parce qu'il y avait deux éventualités. Parce qu'il y avait une forte opposition. Soit vous comptabilisez le mort suite aux actions, ou soit vous préservez les vies et vous cédez une partie du pouvoir. M. Kabila a cédé plus de 70% de postes pour glisser. Ensemble. M. Kabila a cédé, a financé les actions, le voyage, les obsèques, et tout ça. Il a même cédé la primature contre sa famille politique. C'est-à-dire que M. Kabila avait compris qu'effectivement, face à la pression, il y avait des gens qui avaient une certaine constance dans leur combat. Aujourd'hui, les gens vacillent. Aujourd'hui, vous êtes dans telle posture. Demain, vous changez. Mais ils ont peur de la mort. Mais c'est vrai, c'est qu'il connaît tous ces gens-là. Il a travaillé avec Kabila, il a travaillé avec Fayoulou, il connaît tous ces gens-là. S'ils ne changent pas leur fusil d'épaule, M. Félix Sékédi pourra éventuellement avoir sa glissade sans vous. Seul. C'est probable. Seul, c'est probable. On a fini. Merci. On a fini, mais hier, on a ajouté un peu d'argent aux fonctionnaires. 30%. C'est quand même une bonne nouvelle pour les agents publics de l'État. Bon, ça dépend de ce que vous entendez par bonne nouvelle. Vous savez, nous, dans notre raisonnement économique, et je crois que les économistes qui nous suivent savent que les 30% là pourraient être considérés comme le manque à gagner constaté depuis longtemps. Lorsqu'on vous dit qu'on a ajouté 53
000 francs au dernier des militaires. Les derniers des militaires touchaient 160 000 francs congolais. À l'époque où on fixait ces soldes-là, le taux était à 920. 920. 920. C'est-à-dire que c'était déjà 150 dollars. Ouais. Et la situation s'est dégradée. Il y a eu fluctuation du taux d'échange. Et il y a eu augmentation du prix. C'est-à-dire qu'il y a eu hausse de prix de manière exponentielle. Inflation généralisée. Pendant plusieurs périodes. Et vous venez ajouter 53 000. La personne qui touchait 160 000 aura pratiquement 213 000 francs. 213 000 francs aujourd'hui, ça représente 105 dollars. Mais lorsque vous prenez la même valeur, vous comparez à l'ancienne valeur de la monnaie, il n'a pas le même pouvoir d'achat. Rien n'a été fait. Ce qui veut dire qu'on a tenté justement de corriger. C'est ça. Lorsqu'il y a inflation, il y a toujours un calcul des déflateurs. Justement pour essayer de corriger l'imperfection du marché et de reconstituer ou de retrouver le point d'équilibre pour redonner le pouvoir d'achat. Ils n'ont rien fait. C'est lui qui va recevoir les 53. Sur le plan, la valeur nominale, il considère que l'argent, son revenu a augmenté. Mais le pouvoir d'achat, le pouvoir libératoire est faible. Parce qu'il y a hausse de prix. Essayez de comparer depuis qu'on a fixé le solde à 160 000, le pouvoir d'achat commence à vaciller. L'indice des prix sur le marché. À cette époque-là, une mesure de haricots se vendait à moins de 1000 francs la mesure. Aujourd'hui, ça se vend à 2200. C'est-à-dire que si vous comparez l'hausse des prix, sur le marché, il y a une augmentation de près de 3000%. Ne me dites pas de 300%. Ne me dites pas que vous avez amélioré quoi que ce soit. Rien n'a été amélioré. Donc, ce qui veut dire que nos amis ont beaucoup à apprendre. Et d'ailleurs, jusque-là, rien ne nous garantit que tous les agents seront payés à ces taux-là. Là, c'est l'extrémisme de l'opposition. Non, rien ne nous le dit. Hein. Là, c'est l'extrémisme reconnu à l'opposition qui est très faible. Vous-même, vous l'avez dit. Vous n'avez rien à... Non, l'opposition est faible, mais pas les battre. Contre Félix Tshisekedi. L'opposition est très faible, mais pas les battre. Sur un boulevard, hein, qui est sur... Bon, mais quand même, le seul avion de Congo Airways opérationnel. L'avion d'occasion que la Kabylie a acheté, légué à l'État, a été réhabilité par l'actuel régime. Nous avons vu les agents en liesse. Le n'est pas dedans, c'est parce que c'est l'avion qui était opérationnel. Complètement réhabilité, et voilà, c'est quand même à mettre dans l'actif le régime Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais ça démontre à suffisance qu'ils ont une vision minimaliste. Voyez-vous, pendant qu'il y a certains pays qui achètent des avions neufs, vous réparez ce que Kabila a laissé et vous pensez qu'on doit vous applaudir. Kabila a acheté 5 avions. 4 pour Congo, et 5 avions, 4 pour Congo Airways, 1 pour le gouvernement. Félix Tshisekedi va en laisser combien? Parce que lorsqu'on vous dit ils ont fait 18 ans, oui. Mais celui qui a acheté l'avion n'a pas fait 18 ans. C'est Matata Pognon. Matata Pognon a fait 4 ans. Et dans les 4 ans, il a su mobiliser l'argent pour acheter des avions d'occasion. Il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi vous a dit, ce n'était même pas une promesse, vous a certifié qu'il aurait acheté 8 avions. Nous attendons ces avions. Vous ne pouvez pas venir dans un aussi grand pays avec autant de potentialités. Vous voulez vous pavaner dans la ville, justement parce que vous avez su réparer un avion acheté d'occasion. Il y a possibilité complètement rénové. Complètement rénové. Ça ce sont des signes de la rage canine. C'est-à-dire la rage canine. C'est-à-dire la rage canine. C'est-à-dire que les gens doivent pousser leur intelligence au-delà de ça. Hein? C'est comme Transco peut vous dire non, voilà, je viens de réparer un bus. C'est un non-événement. Oh, Félix, on est arrivé à la fin. Ah, vision, mon coup, c'est vrai. Hein? Merci. Attends, la vision, non, c'est pas ça. Ouais, le mot de la fin, on est à la fin. En tout cas, merci pour l'opportunité. J'espère seulement que tous les journalistes qui ont reçu, ou toutes les chaînes qui ont reçu l'invitation, seront présentes. Et nous voulons insister sur le fait que nous sommes respectueux du temps
de l'heure. Celui qui viendra après ne doit qu'à s'apprendre à lui-même. Nous souhaitons aussi à ce que le membre qui avait promis de continuer à cotiser, nous attendons jusque demain pour que les choses se fassent telles que nous l'avons prévu. Heureusement que nous avons l'essentiel pour organiser les activités, mais nous souhaitons à ce que ceux qui avaient pris les engagements, ceux qui avaient souscrit, de continuer pour que nous fassions bien ce que nous sommes appelés à faire. Après cela, nous allons inviter nos membres à venir signer officiellement nos statuts et cette fois-là, on invitera encore la presse pour que nous fassions des choses autrement. Merci à vous d'avoir voulu adhérer massivement à notre parti. Nous avons atteint plus de 12 000 membres virtuels jusque-là. Merci, ça ne finit pas aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.